Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. L'orientation après le BEPC constitue pour beaucoup d'élèves un casse-tête. La plupart d'entre eux ne disposent pas d'informations pour faire des choix porteurs de réussite. Pour contribuer à combler le déficit d'information, eh bien, je recevrai dans un instant pour vous un expert en éducation. Il est le directeur général de OPEM. OPEM, c'est l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Débat thématique, c'est dans un instant. La plupart des élèves qui réussissent au BEPC ont des difficultés pour faire des choix porteurs de réussite pour la simple raison qu'ils ne disposent pas d'informations suffisantes vu que le personnel dédié pour passer les informations au niveau du SIGNOS n'est pas suffisant. Eh bien, ils sont nombreux, très très nombreux sur toute l'étendue du territoire, ces apprenants qui ont besoin d'informations, des parents aussi qui ont besoin d'informations. Et cet après-midi, nous recevons pour vous un expert, comme je l'ai dit dans mon introduction, un expert en éducation, M. Victor Kodjovi Avanou. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir Marcel, bonsoir chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Beaucoup d'élèves ont beaucoup de difficultés au plan individuel quand il s'agit des élèves. Les parents aussi sont souvent inquiets. Et le sujet aussi préoccupe l'institution scolaire, aussi bien les écoles que l'État à travers les ministères en charge de l'éducation. Est-ce qu'on peut comprendre réellement certaines des causes qui expliquent cette préoccupation vraiment centrale? Oui, Marcel, il faut dire honnêtement que le sujet que nous débattons cet après-midi revêt d'une importance capitale, d'autant plus que nous sommes à quelques semaines, nous sommes à 4 semaines de la rentrée. Le BEPC, c'est un carrefour. C'est un carrefour dans la vie scolaire et sociale de l'apprenant. Et si on fait un faux pas, je dirais, si on fait une mauvaise orientation, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour l'apprenant, c'est une grosse perte pour la famille qui s'investit, c'est une grosse perte pour les enseignants, c'est une grosse perte pour l'État. Ce qui fait que après le BPC, il faut poser les valises, il faut aller chercher les informations à la source, il faut aller récolter de bonnes informations pour pouvoir faire un choix, je dirais, rentable pour arriver en fait au métier porteur. Je regrette même que généralement, c'est après le BPC que les élèves partent à la chasse, et les parents également, à la chasse des informations. Ceci devrait se faire beaucoup plus tôt, beaucoup plus en amont, pour que l'enfant se prépare avant de rentrer au lycée. Voilà, de rentrer au lycée. Il faut savoir que le lycée n'est pas le collège. Le lot de matière, le niveau de matière, l'importance des matières, le temps de travail qu'on exige au lycée pour réussir est beaucoup plus élevé que ce qu'on demande en fait au collège. Donc la somme de ces informations nécessite que l'élève doit bien se préparer avant de rentrer au lycée pour ne pas perdre des années, sinon pour ne pas se désorienter complètement. Et ceux qui ne veulent pas même aller au lycée peuvent aller dans des formations professionnelles pratiques, hein, tout à fait. Que ce soit dans le privé ou bien dans le public aussi. Tout à fait, tout à fait. Ils peuvent aller après le BEPC dans les formations, mais il faut savoir, il faut se connaître. Ouais. Il faut savoir. En fait, ceux qui ont le BEPC, généralement, c'est 14-15 ans. Ce sont des adolescents, ce ne sont plus des pré-ados. Donc, après le BEPC, on se connaît, on connaît ses capacités. On peut s'évaluer, on peut s'auto-évaluer. On est influencé également par ce que fait papa, ce que fait maman, ce que fait un oncle, une tante. Mais il faut aller chercher réellement ce que je ressens en moi. Il faut s'écouter, il faut se dire qu'est-ce qui m'intéresse, quel type de métier je veux faire. En fait, ça part de là. Généralement, nous partons des séries pour aller vers le métier. Mais il faut partir du métier. Quel type de métier je veux faire? Faire le lien entre ses compétences dans les matières et
ta vision, tes Voilà. rêves professionnels de demain. Voilà, c'est tes rêves professionnels de demain. Il faut aussi se dire que dans la vie, il faut toujours se donner des défis. Il ne faut pas dire que moi j'ai fait la quatrième et la troisième, je ne suis pas très bon en mathématiques, je ne suis pas très bon en physique, donc je vais m'orienter vers telle série, je dirais la A4 par exemple. Il faut se dire combien de temps je mets pour travailler au collège et combien de temps je suis disposé à mettre, parce qu'il faut toujours chercher à aller de l'avant en fait. Il y a des élèves qui peuvent faire la D, et que certains parents, après études et après la mise en place d'un système, ces élèves arrivent à faire la C et réussissent d'une façon objective. Mais ce qui est très important dans l'orientation, c'est que quand on fait la somme des informations, maintenant il faut aller dans les séries. Il faut connaître les différentes séries qu'on retrouve au lycée. Et il faut savoir ce qu'on fait dans chacune de ces séries. Et maintenant, il ne faut pas non plus s'engager dans ce que j'appelle des séries entonnoirs, c'est-à-dire il faut toujours avoir à l'esprit une ouverture pour que si demain je veux changer d'orientation, je veux changer de profession, je sois en mesure de le faire. Il ne faut pas s'enfermer. Il y a beaucoup d'élèves qui s'enferment très tôt au lycée et après, ils sont limités en fait. Voilà, je dirais des séries par exemple qui sont des séries, nous sommes un pays en voie de développement, il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises pour développer sur le plan industriel le pays. Ce que nous avons besoin dans ce pays, ce sont des scientifiques, des ingénieurs, des informaticiens et il faut beaucoup plus aller vers ces domaines et les séries comme la série D, la série C sont des séries encourageantes pour aller les séries de l'enseignement technique. Les séries de l'enseignement technique comme la F1, mécanique générale, la F2, électronique, la F3, électricité industrielle ou la F4, génie mécanique, sont des séries en fait qui conduisent en fait vers l'industrie. Maintenant, il faut aller. Ce que je déplore également, Marcel, si tu me permets de continuer, c'est que en Europe, par exemple, déjà le mois d'avril est consacré à des journées portes ouvertes pour permettre en fait aux élèves très tôt de visiter des écoles et de visiter des entreprises pour voir qu'est-ce qu'on fait. Il y a des élèves qui disent, par exemple, moi je veux faire la médecine, mais quand ils vont par exemple dans une clinique ou dans un hôpital, ils n'aiment pas voir le sang. Donc l'enfant te rend compte que en fait ce que j'avais pensé que je pouvais faire, je ne peux pas le faire. Donc les entreprises comme les hôpitaux, le CIMAO, la télévision, la CET, etc. doivent pouvoir ouvrir leurs portes pour permettre en fait aux élèves d'aller découvrir les types de métiers qu'on fait dans ce domaine-là. C'est très très important. Cela fait que l'enfant a déjà un aperçu beaucoup plus direct en fait sur ces métiers. Ça manque un peu. C'est aussi un clin d'œil en fait à ces entreprises parce qu'on a besoin de ces jeunes qui vont après travailler dans ces entreprises. Hein. Voilà. Voilà. Monsieur DJ, voilà. Oui, c'est vrai, les élèves ou les apprenants et leurs parents doivent avoir vraiment toutes ces informations pour pouvoir véritablement se positionner et faire vraiment des choix porteurs de réussite. Mais le problème qui se pose, c'est que pour accéder à ces informations, ce n'est pas aisé, ce n'est pas du tout aisé. Il est vrai que ce n'est pas facile d'avoir ces informations. D'abord, il faut, comme je l'ai dit précédemment, il faut se connaître. Il y a le Centre national d'orientation qui fait beaucoup d'efforts. Qui fait beaucoup d'efforts. Qui fait beaucoup d'efforts. Donc, voilà. On a même augmenté le nombre de spécialistes d'orientation par région. Tout à fait. Donc, je demande vraiment aux parents et aux élèves de ne pas se précipiter, mais d'aller, par exemple, vers les spécialistes. Après le BEPC, je dirais, le passage du collège au lycée est beaucoup plus difficile que le passage du lycée à l'université. Là, on est déjà dans un choix, même s'il y a des choix en fait après. Donc, je demande aux parents de ne pas se précipiter, de ne pas non plus imposer des choix aux enfants, mais de prendre le temps d'écouter les enfants, d'aller voir obligatoirement des spécialistes du domaine pour pouvoir préparer l'entrée au lycée afin que l'enfant ne rencontre pas un choc en rentrant en fait dans le secondaire 2. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous nous prenez au vol, nous sommes en train d'explorer le thème qui est affiché sur votre petit écran. Quelle orientation après le BEPC pour des métiers porteurs? Effectivement, il faut que les enfants fassent des choix dont on a besoin sur le marché du travail. Sinon, ils risquent d'être sur le carreau après certaines filières qu'ils auraient choisies peut-être par suivisme ou bien par méconnaissance.
Alors, j'ai sur ce plateau, hein, je l'avais déjà présenté, c'est le directeur général de OPEM. OPEM, c'est l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Eh bien, monsieur le directeur, je crois que vous qui vous connaissez très bien dans le domaine pour avoir d'ailleurs créé une école, quel est le mécanisme, hein? Filez-nous un peu les secrets. Quel est le mécanisme que vous avez mis en place au niveau de OPEM pour disponibiliser les informations dont les élèves et leurs parents ont besoin? Voilà, c'est une très bonne question, hein, Marcel. Merci pour cette question. Il faut dire qu'il y a aussi, je dirais, une épine dans notre système éducatif qui ne favorise pas l'orientation scolaire. C'est qu'en grande partie, nos cours sont théoriques. Les élèves font un parcours jusqu'en troisième et parfois même jusqu'en terminale. Tout est dessiné au tableau. Où tout est dessiné au tableau. Même la SVT, les éprouvettes sont au tableau. Voilà. Et donc, ça fait que l'enfant ne sait pas très exactement de quoi il est réellement capable. La différence à OPEM, c'est que nous avons des élèves qui arrivent en cinquième et qui vous disent clairement que moi, je serai architecte. Certains vous disent clairement que moi, je veux devenir ingénieur en informatique en cinquième, rien qu'après 2 ans. Le système éducatif que nous avons mis en place à OPEM intègre le programme togolais et une partie du programme européen, ce qui fait que nos élèves font du codage, la programmation depuis la sixième. Donc, chaque élève a 2 heures de programmation. Et on a 2 heures de technologie, DAO, CAO sur l'ordinateur et on a 3 heures de laboratoire. Ces disciplines font que nous balayons tout le champ de l'industrie. On fait de la chimie appliquée, de la physique appliquée, on fait de la mécanique, on fait de l'électronique, on fait de la programmation et du DAO, CAO. L'enfant peut ne pas être bon en DAO, CAO, mais il sera bon en informatique, en programmation. Il peut ne pas être bon en informatique, mais au laboratoire, il voit qu'il est intéressé par la chimie ou par la physique. Et donc, ça permet d'avoir une approche professionnelle des compétences qui sont disséquées en fait dans l'établissement. Ce qui fait que l'orientation pour nos élèves qui sont à OPEM ne pose aucun souci. Ceci étant, nous recevons des élèves qui viennent s'inscrire à OPEM. Il faut dire que l'admission à OPEM est conditionnée. La première étape, c'est un entretien avec l'élève. Cet entretien est très important et permet à l'élève en fait de faire la somme des informations relatives à son parcours depuis la sixième jusque dans la classe où il est. Et on passe pratiquement une quarantaine de minutes avec les parents et ça permet à l'enfant de voir beaucoup plus clair. Après ces quarantaines de minutes, certains élèves disent, je vais retourner à la maison, je vais réfléchir et on reviendra. Voilà, on est toujours sur ces pistes pour que le choix qui sera effectué au lycée soit un choix objectif et que ça vienne de l'enfant afin qu'il puisse être engagé. Donc le système éducatif est malheureusement un handicap. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits actuellement, en fait. Je pense que le ministre fait beaucoup d'efforts pour que... Au cours de l'année même, vous avez été impliqué dans le renforcement des capacités des professeurs de sciences physiques. Tout à fait. Pour qu'ils puissent faire beaucoup plus d'expérimentation avec les enfants. Tout à fait. Je pense que les autorités ont pris conscience de cela. Au début de cette rentrée, on a fait Ngotchen, on a fait Kara, on a fait Dapaon, où on a formé avec le directeur Saba. Et le ministre pousse beaucoup les enseignants, en fait. C'est comme ça qu'on enseigne, en fait. Et on a du matériel, mais il y a toujours cette réticence. Maintenant, je pense qu'on a pris le pas. Et le fait de manipuler, ça permet, en fait, à l'élève de voir beaucoup plus concrètement. Et je pense que petit à petit, on arrivera, en fait, à normaliser si je comprends bien, beaucoup d'élèves, puisque l'école est ouverte il y a un peu longtemps déjà, oui. Alors beaucoup d'élèves ont bénéficié de ce mécanisme d'orientation. Qu'est-ce qu'ils sont devenus finalement? Voilà, il y a beaucoup de nos élèves, en fait, grâce au parcours. Nous avons une fille, par exemple, qui fait l'instrumentation. Voilà, donc sans le parcours qu'il a fait à l'instrumentation, d'abord, il faut dire que c'est un parcours ingénieur. On fait 3 ans de commun et puis après, on fait une spécialisation dans l'instrumentation. L'instrumentation, c'est la normalisation de tous les instruments de la physique, en fait. On a les thermomètres, on a les palmets, on a les pierres coulisses, on a les mètres, on a les balances, on a
tout ce qui constitue des instruments de mesure doivent être confinés dans une température donnée, doivent être étalonnés et contrôlés régulièrement. Ce sont des sciences qui sont un peu rares en fait en Afrique. Mais quand une fille s'engage dans ces domaines, ce sont des domaines porteurs. Et cette fille-là, elle a déjà reçu au bac? Elle a déjà réussi son bac en fait. Et elle continue où? Elle continue ici au Togo en fait. Elle continue au Togo, elle fait 3 ans et puis on est en préparation en fait pour qu'elle parte après ces trois premières années de préparation À l'université qu'elle fait ici en fait. Voilà. Donc il y a plusieurs autres élèves qui ne sont pas de OPEM mais qui viennent chez nous pour avoir de l'orientation. C'est gratuit. On reçoit des parents et on a des élèves qui sont partis en fait à l'extérieur par les orientations que nous leur avons données. On a des élèves qui viennent de différentes écoles pour visiter, ne fût-ce que la visite de OPEM leur permet d'avoir une ouverture sur les choix à faire après le BEPC, voire après le baccalauréat. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a une petite différence dans la manière d'informer et dans les informations que les OPEM apportent aussi bien aux apprenants qu'aux élèves au niveau de cette institution. Et l'institution a apporté aussi une innovation que, en tout cas, nous, on n'a jamais vue. C'est la soutenance par ce qu'ils appellent la certification OPEM. On va suivre ce reportage avant que le DG, qui est sur ce plateau, nous explique voilà, l'enjeu et l'importance de cette certification et de cette soutenance qui se fait au niveau de cette institution. Métiers OPEM présentent leurs projets de recherche et qui règlent un problème pertinent dans la société. Projets qu'ils ont conçus et réalisés en 2 semaines sur la base des connaissances acquises en classe. Ainsi, des projets comme maisons modernes ou intelligentes, systèmes d'arrosage automatique, groupes électrosolaires, production de biogaz et voitures télécommandées ont été présentés et défendus. Nous avons fait le projet de voiture télécommandée via Bluetooth. Donc c'est une voiture qu'on peut télécommander grâce à un téléphone et un module Bluetooth. Notre projet est le biogaz. Pour le fabricant, on a pensé à un problème. Le problème c'est payer le gaz maintenant. Maintenant, le gaz est cher. Payer juste du butane, mettre dans une bouteille, là, c'est cher. Donc avec le biogaz, c'était propre matériau. Tu utilises un bidon, un robinet, ça. Tu ne peux pas ça cher. La rentabilité de ce projet est grande, puisque la dépense que tu vas effectuer. Nous organisons 1, 2 semaines, voire 3 semaines de projet pour que ces enfants puissent appliquer, mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie. C'est au terme de cet examen pratique réussi que ces apprenants de l'OPEM valident leur admission définitive au BEPC, Bac 1 et Bac 2 2023. Prestigieuse école scientifique et technologique, l'OPEM adopte les programmes et méthodes d'enseignement nationaux renforcés avec une partie du programme européen. On enseigne typiquement comme ça se fait dans les pays développés. Les élèves de l'OPEM reçoivent ou passent 2 examens. Il y a l'examen officiel, le BEPC, le Bac 1 et le Bac 2. Mais en dehors de ces examens, ils passent ce que nous appelons la maîtrise. L'OPEM allie donc théorie, pratique et auto-emploi. À la cérémonie de remise des certificats aux apprenants, les parents expriment leur satisfaction. Je félicite OPEM. J'invite tous les parents à faire un sacrifice pour envoyer leurs élèves qui s'intéressent à la technologie, à la science et tout ce qui va avec à OPEM. Parce qu'à OPEM, vraiment, moi, j'ai trouvé une autre qualité à mon fils que je ne connaissais pas. L'OPEM fait acquérir aux apprenants des compétences pour la fabrication d'équipements en vue du développement industriel. Ils forment des bacheliers avec la possibilité de continuer leurs études en Europe. Expliquez-nous un peu, la certification OPEM, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est à partir du BEPC, du Bac 1 ou bien du Bac 2 que ça se fait chez vous? Voilà, je pense que nous devons revoir profondément notre système éducatif. Moi, j'ai fait un Bac E à Dido Gomé, en fait. Je pensais que j'étais très bon en physique et en mathématiques. En fait, je l'étais, mais en théorie. Et j'étais parti en Belgique pour faire un diplôme d'ingénieur en électromécanique. Et évidemment, en théorie, j'étais toujours bien. Mais je n'ai jamais câblé un circuit.
Je n'ai jamais monté un transistor. Je n'ai jamais touché une diode. Je n'ai jamais visualisé un signal de redressement. Tu les as vu quand même au tableau et dans les livres. Voilà. Voilà, ça s'est arrêté là-bas. Donc, j'ai eu un choc, c'est que en première année déjà, moi, je faisais une répétition en mathématiques et en physique pour mes camarades en première année. Mais quand on va au laboratoire, ils s'étaient étonnés que ce que je faisais en théorie, je n'arrivais pas à le faire en pratique. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a un gros décalage en fait, au niveau du système éducatif. Donc au PEM, il faut dire que j'ai pris 18 ans pour réfléchir après mon diplôme d'ingénieur. J'ai donné cours à Bruxelles, j'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation. Et j'ai pensé à une école qui doit être en phase. En fait, l'école est un standard, l'école est une norme. Il y a une norme d'enseignement, c'est cette norme qu'on développe dans les pays du Nord, qui sont dits développés en fait. Donc, c'est cette norme que j'ai essayé de ramener à OPEM. Donc, notre objectif, c'est de conduire les élèves à réussir brillamment aux examens officiels, c'est-à-dire le BEPC, le Bac 1 et le Bac 2. En dehors de cela, la phase européenne du programme d'enseignement que nous avons intégré dans le programme togolais permet à nos élèves d'avoir des compétences, je dirais, comparables à ce qui se fait à l'extérieur. Comme vous l'avez vu dans le reportage, il y a un élève qui a fabriqué un robot, donc c'est une voiture télécommandée qu'il a codée. C'est un enfant qui a eu plus de 19 de moyenne au BEPC. Il fallait qu'il apprenne le codage d'abord. Absolument, absolument. Il fallait qu'il apprenne le codage d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de nos élèves s'orientent vers l'intelligence artificielle après le Bac C et le Bac D. Mais ce sont des élèves qui n'ont jamais codé, ils n'ont jamais écrit un programme, ni une application en fait. C'est un gros handicap par rapport à un enfant qui s'inscrit à OPEM et qui fait déjà du codage depuis la 6e. Donc il y a une certaine ouverture pour l'automatisation. Pour l'informatique appliquée, nous avons besoin en fait du codage. Donc les élèves qui ont fait la voiture télécommandée, il y a des élèves qui ont fabriqué du biogaz, il y a des élèves qui ont fabriqué une maison intelligente, il y a des élèves qui ont fabriqué un groupe solaire, donc avec lequel s'il y a une coupure, ils peuvent toujours continuer à étudier. Toute la somme des connaissances qui ont conduit en fait à ces fabrications sont fournis par ces disciplines annexes en fait. Et le but, c'est qu'en dehors des diplômes officiels, l'enfant soit capable de fabriquer quelque chose. Nous avons besoin de fabriquer, d'identifier des problèmes électromécaniques dans notre société et d'apporter des solutions. Et ça, l'enseignement linéaire, théorique pur, ne nous permettra en fait d'arriver à ce point. Donc, la certification, c'est une soutenance que, comme vous l'avez vu, les élèves soutiennent comme à l'école d'ingénieurs, en fait, devant les parents, devant un parterre d'élèves, et ils démontrent ce qu'ils ont réalisé. Ces élèves... Ça part du BEPC ou bien? C'est à partir du BEPC. À chaque examen officiel, l'enfant doit faire une soutenance. Donc au BEPC, au Bac 1 et au Bac 2. Au Bac 2, ce sont des projets pratiquement industriels. Les élèves, par exemple, actuellement, sont en train de fabriquer un système d'ouverture automatique d'une porte dans lequel ils veulent intégrer l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, vous vous mettez devant la porte vous reconnaît, elle s'ouvre. Si elle ne vous reconnaît pas, elle ne s'ouvre pas. Voilà, ça c'est déjà du haut niveau. On est en terminale. Une application au niveau de votre portable Android. Voilà, avec lequel vous pouvez ouvrir ou ce qu'on appelle un contrôle accès. Vous badgez. Quand vous badgez, donc si les codes qui sont dans votre badge est reconnu dans le système, la porte s'ouvre, mais le système prend vos coordonnées. Donc, on sait, c'est ce qu'on appelle accès contrôlé, contrôle accès. Le système prend vos données et donc, en temps réel, on sait qui est rentré dans ce local quand il est sorti, en fait. Pour que quand il y a un problème après, s'il y a un dégât, on sait que telle personne est encore dans ce local, en fait. Voilà, ça, on est au lycée, mais les projets que les élèves réalisent, en fait, pour la certification, sont des projets qui sont vraiment de taille et nous en avons besoin, en fait, pour le développement de notre pays. Est-ce qu'il y a d'autres clés de réussite des élèves qui passent par votre institution? Oui, il y a des clés de réussite. Il faut dire que je parle de la normalisation de l'éducation. Dans le standard en Europe, j'ai fait beaucoup de pays en Italie, l'Autriche, la Suisse, le Canada. Vous n'avez jamais plus de 26 élèves dans une classe, de l'école primaire jusqu'au lycée. Donc nous avons des petites classes qui sont des classes beaucoup plus interactives. Dans nos classes, ce sont beaucoup plus les élèves qui sont actifs à la place des enseignants qu'on retrouve dans les systèmes classiques. Quand vous venez à OPEM, vous verrez beaucoup plus les élèves au tableau. L'enseignant reste derrière. Voilà, donc la connaissance est cherchée par celui qui vient apprendre.
Voilà, l'enseignant aujourd'hui n'est qu'un coach. Donc nous avons une méthodologie qui met l'apprenant au centre de l'apprentissage. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tous nos cours sont pratiques. On n'enseigne rien qui soit superficiel ou imaginaire dans la tête de l'enfant. L'enfant va au laboratoire et il manipule en fait. La troisième chose, ce sont ces matières de programmation et de technologie que nous intégrons ont fait que les enfants développent, je dirais, un intérêt pour l'école. Je dirais pour couronner, c'est la formation des enseignants. La formation des enseignants, c'est un domaine qui est très important. Je forme les enseignants de sciences moi-même, d'informatique et de technologie, ce qui fait que nous avons une formation avant l'entrée en carrière et toute l'année, nous avons toujours des formations. Une fois par mois, nous nous réunissons pour pouvoir mettre à jour les connaissances, ce qui fait que je pense que ce qu'on fait, c'est assez intéressant. Ça fait je dirais un plus qui permet en fait à nos élèves de réussir brillamment aux examens. Voilà, j'avais fait un tour un jour et j'ai vu d'autres enseignants qui sont venus plutôt des écoles comme Saint-Joseph, Collège Protestant et autres. Oui. Est-ce que ce renforcement de capacité que vous donnez à ces enseignants se poursuit? Bien sûr. Cet été, ces vacances, nous avons même reçu un enseignant qui est venu du Burkina Faso et qui est venu sur des formations. La formation des enseignants, c'est très important. Nous sommes disposés. Nous avons des enseignants qui viennent de différentes écoles, même de l'intérieur, qui viennent suivre des formations. Et il y a certains qui sont même en lien avec nous, qui demandent des produits ou des composants électriques ou électroniques pour pouvoir faire des TP dans leurs écoles. Nous leur envoyons ces composants avec les procédures. Et en suivant ces procédures, ils se rendent compte qu'en fait, la science, c'est un jeu. On nous a conduit en fait dans un cercle cyclique d'enseignement théorique. Aujourd'hui, je pense que les enseignants commencent en fait à prendre conscience que nous devons casser ce cercle cyclique et apporter en fait de la pratique. Nous sommes ouverts en fait pour ces formations en fait que nous voilà. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous avez compris, si vous êtes enseignant, que l'auto-formation de l'enseignant, la recherche des renforcements de capacités supplémentaires à ce que le personnel d'encadrement vous donne est quelque chose de très important. Et nous allons profiter pour afficher d'ici peu le numéro du directeur de OPEM pour tous les enseignants qui veulent bien se renforcer pendant ces vacances, pendant les congés. Eh bien, la porte de OPEM est ouverte pour eux. Alors, si les élèves sont bien orientés, ça veut dire que les parents doivent être contents, ils doivent être satisfaits. Oui. Alors, est-ce que vous avez à partager avec nous certains témoignages des parents qui ont inscrit leurs enfants dans votre institution? Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, notre objectif, c'est que pour les examens nationaux, le BPC, le bac 1 et le bac 2, notre objectif, c'est de ne pas avoir des mentions inférieures à B. Donc, nous voulons avoir au moins B, en fait, minimum, en fait, à ces examens. Nous n'avons pas encore atteint ces objectifs, nous évoluons. Cette année, par exemple, au BPC, l'élève le plus faible chez nous, je crois qu'il avait 13,32. Voilà, donc c'est déjà un pas. Ce sont souvent des élèves qui rentrent parfois en 3e ou en 4e. Ceux qui rentrent en 6e, ils évoluent bien. Donc les parents sont conscients, comme vous l'avez vu également dans le reportage qui est passé, les parents sont contents en fait du travail qui se fait, du changement, de l'évolution de leurs enfants. Nous sommes un environnement scientifique, mais très pratique, comme ça se fait dans les pays développés, ce qui fait que l'enfant est fondamentalement intéressée. J'ai eu une fille l'année passée, je pense que sa maman, qui est spécialiste également de l'éducation, sur cette émission. C'est une fille qui était rentrée difficilement à OPEM parce qu'après le BPC, elle voulait faire le stylisme et le modélisme. Voilà. Mais sa maman a su la convaincre progressivement pour que l'enfant s'inscrive chez nous. Après 2 mois, l'enfant veut devenir architecte. C'est une fille qui était 2e en seconde et qui passe en première aujourd'hui. Elle veut devenir architecte parce que la structure, les matières lui ont changé, ont fait du dessin technique en fait, lui ont changé complètement de vision. Et cette fille a commencé à travailler et sa maman a été très contente de ce que l'école a pu apporter en fait à sa fille en fait. Il y a plusieurs cas, nous avons plusieurs cas comme ça qui montrent que si nous plaçons les enfants dans un environnement approprié, ces enfants sont capables en fait d'exceller en fait dans plusieurs domaines. Alors, fidèles téléspectateurs, nous remercions le DG de OPEM qui nous livre un peu les secrets de la réussite des enfants
et de la satisfaction qu'affichent les parents au niveau de cette institution. Alors, nous allons aborder maintenant un sujet tout particulier qui concerne une décision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat qui veut qu'à la rentrée prochaine, les tenues des élèves soient beaucoup plus décentes et qui respectent une certaine norme. Alors, ma question au DG de OPEM, quel est son commentaire sur cette décision? Bon, est-ce que selon vous, elle est vraiment justifiée, elle est fondée au vu de ce que nous voyons au niveau de nos apprenants, filles comme garçons, dans la coupe de leur tenue scolaire? Bon, avant même d'aborder, je dirais, cette thématique, cette décision ministérielle, il faut savoir ce qu'on fait à l'école. Pourquoi on va à l'école? On va à l'école pour un développement des compétences. C'est-à-dire, on va à l'école pour travailler sur le fonctionnement cognitif, la mémoire, la pensée, en fait. Et donc, je disais précédemment que l'école est normalisée. À partir du moment où il n'y a pas de règlement, à partir du moment où il n'y a pas de discipline, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Si nous voyons ce qui se passe en Corée du Sud dans l'éducation, en Chine, en Europe et aux États-Unis dans le domaine de l'éducation, ce n'est que la qualité à partir de la discipline. Si on va dans salle de... Je prends une salle de gym, par exemple. Je fais un parallélisme entre l'école et la salle de gym. La salle de gym, c'est un lieu de développement musculaire. Je ne peux pas aller en salle de gym avec cette tenue. Bien sûr. Ça, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus permettre d'aller dans une salle de classe avec certaines tenues. Une salle de classe, ce n'est pas une boîte de nuit. Moi, je sors parfois de l'école, je vois certains élèves, pas de mon école. Moi, j'ai déjà renvoyé les élèves à la maison pour indécence vestimentaire. J'ai même renvoyé des enseignants à la maison parce que les tenues ne sont pas compatibles avec ce qu'on fait ici. Mais je vois des élèves passer avec des pantalons, des ceinturons qui sont en dessous des fesses et les slips que devrait couvrir le pantalon sont visibles. Ça, c'est au niveau des garçons maintenant. Au niveau des garçons. Il faut dire que nous avons été à l'école où il n'y avait pas assez de distraction. Aujourd'hui, les élèves sont très fragiles, ils sont très naïfs et ils sont très influencés par tout ce qui est distraction autour de nous, en fait. L'école ne peut se faire que dans un environnement propice pour que l'enseignant sache que ce qu'il dispense rentre en fait dans l'environnement de capacité des élèves, en fait. Moi, je retrouve des élèves. Les tenues scolaires, moi je dirais même qu'on devrait aller au-delà de cela, en fait. Le fait d'uniformiser la tenue, c'est quelque chose qui est indispensable. Au-delà des tenues, il y a la coiffure. Il y a la coiffure, moi je vois certains élèves, pas de mon école, à OPEM, c'est tout le monde cheveux coupés. Tout le monde. Les filles qui veulent tresser, on leur laisse la loisiveté de tresser, mais on tresse les cheveux naturels. Rien, pas d'ajout en fait, ni des boucles, il n'y a pas ça dans les cheveux. Et la coupe des jupes de filles? La coupe des jupes, c'est au-delà des genoux. Ça, c'est dans nos règlements. Nos règlements sont beaucoup plus rigides que ce que le ministre a sorti. Et donc, c'est au-delà des genoux. Et puis, ce sont des jupes amples que nous avons décidé en fait. Donc, il faut dire que les élèves sont influencés, sont parfois distraits par certaines tenues, certains habillements, et ça ne crée pas un environnement propice pour pouvoir faire de l'excellence, en fait. Donc, ces règlements, pour moi, sont nécessaires. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans le règlement intérieur, quand même, il y a toutes ces dispositions où la tenue, la coupe, tout est prévu dans le règlement intérieur, mais ce n'est pas appliqué. Est-ce que ça ne relève pas du laisser-aller ou bien du laxisme de ceux qui sont chargés d'incarner la discipline au sein des établissements, comme les chefs d'établissement, les surveillants et autres? Fondamentalement, et je pense qu'il y a lieu d'intégrer également les parents. Nous avons des modèles de coupe que nous affichons. Quand les parents viennent, par exemple, nous disons il n'y a que cette jupe qui est tolérée à OPEM. Si vous confectionnez une autre jupe, l'enfant ne peut pas rentrer chez nous. Donc, je pense que les parents également doivent être conscients que ces règles, ce n'est pas pour les contrarier. Les enfants, pendant les congés, pendant les week-ends, ils peuvent aller à l'église, ils peuvent aller là où ils veulent, avec ce qu'ils veulent. Mais à partir du moment où on doit aller à l'école, il faut
une certaine tenue pour être en règle, en conformité, en norme avec le standard de l'école. Et les directeurs d'école, ce n'est pas à moi de faire ces règles, parce que les règles sont ministérielles. Nous ne sommes que amenés à faire en sorte que ces réglementations soient appliquées. Et il faut dire que ce n'est que dans ces conditions que nous pouvons arriver à avoir de bons résultats. Notre objectif, comme un établissement, c'est de produire un bon résultat. Ces règlements sont mis en place pour pouvoir créer des conditions optimales d'enseignement afin de rentabiliser en fait ce que nous faisons. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette décision ministérielle. Alors, fidèles téléspectateurs, nous remercions le DG de OPEM qui a fait de façon son commentaire et partagé son style qu'il a imposé au sein de son institution par rapport à la tenue scolaire. S'il plaît à Dieu, nous allons recevoir un représentant du ministre de l'enseignement primaire secondaire dans cette émission la prochaine fois pour rentrer un peu dans les détails de ce qui a motivé cette décision ministérielle et le dispositif qui est mis en place pour son application effective à la rentrée scolaire 2023-2024. Monsieur le directeur, nous sommes pratiquement arrivés à la fin donc, de cette émission. Et la toute dernière question, la rentrée scolaire n'est pas loin. Voilà, elle est très proche, elle arrive à grands pas. Oui. Voilà, et nous voulons voir quel est le message que vous voulez bien transmettre aux parents d'une manière générale, aux apprenants, aux enseignants et particulièrement à ceux de votre institution. Voilà. Nous sommes sur le débat de l'éducation. Ce que je voulais dire en fait aux parents et aux apprenants en général, c'est que nous devons savoir que l'école ne commence pas par la porte d'un établissement scolaire. L'école ne s'arrête pas non plus à la porte d'un établissement scolaire. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti de l'établissement scolaire que l'école s'est arrêtée. Aujourd'hui, il y a énormément de disciplines, énormément de matières que nous devons connaître pour pouvoir asseoir le développement industriel de notre pays et de notre continent. Donc j'exhorte les enseignants, les parents, les élèves en fait à s'investir dans le développement réel des compétences, arriver à comprendre, arriver à manipuler, arriver à réaliser des projets en fait, arriver en fait en association en fait à 2 à 3 élèves enseignants à mettre en application ce qui a été enseigné en théorie. Et c'est de ça que nous avons besoin. Pour ceux qui ont besoin d'informations en matière d'orientation professionnelle ou qui ont besoin de l'excellence, mettre leurs enfants dans un domaine assez spécifique, nous leur demandons en fait de frapper la porte à OPEM. Nous avons un internat pour filles, nous avons un internat pour garçons, nous avons un environnement dans lequel le système éducatif est assez spécial et ça leur permettra en fait de suivre, je dirais, un enseignement européen en étant en fait à Lomé. La qualité de l'enseignement pour le développement national et le développement du continent africain. Voilà un peu le message que je peux passer. Merci, monsieur le directeur. Fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous remercier pour nous avoir suivis. Je crois que ceux qui sont dans le besoin d'avoir des informations sur leur orientation post-BEPC, eh bien, le Service national d'orientation scolaire est là, le SINOPS. Et récemment, ma collègue Dodo a reçu 2 spécialistes qui ont partagé beaucoup d'informations. Et nous allons continuer de toute façon des émissions relatives à l'orientation pour que chacun puisse trouver son compte en termes d'informations de qualité. Voilà. Parce que les informations, on ne les cherche pas ailleurs, on les cherche chez des spécialistes, comme l'a dit le DG de OPEM entre-temps. Et il y a aussi des documents qui sont produits par le SINOPS qui feront l'objet de toute façon d'émissions pour décortiquer le contenu et permettre aux parents, permettre aux apprenants de bien s'informer avant de faire leur choix, parce que nous voulons qu'ils fassent des choix porteurs de réussite. Et avec le modèle de OPEM, vous avez compris que c'est important aujourd'hui d'orienter beaucoup plus les enfants vers les filières scientifiques, les filières techniques et technologiques. Voilà, c'est d'ailleurs une option de l'État, vu que même le ministre de l'enseignement primaire secondaire, au cours de l'année, a fait un tour dans certains établissements et a annoncé que le gouvernement veut implanter un lycée scientifique par région. C'est un message très fort pour montrer que le développement du pays a pour fond baptismaux l'enseignement de la science et de la technologie. C'est aussi ce que nous tenons à vous dire merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.